Même s'il n'occupe pas de poste, le leader, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui a de l'impact. C'est quelqu'un au service des autres. En termes de leadership, c'est quelqu'un de vraiment très, très important. C'est le Cheikh Boukary Fofana. Les jeunes, pas qu'ils n'ont pas envie de réussir, ils ont besoin de quelque chose là qui va déclencher en eux leur potentiel. Par derrière, il n'y a pas le réel suivi qui doit être fait. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de s'insérer professionnellement, rencontrent des difficultés, qui se débrouillent tout seuls pour arriver là où ils sont. On a quand même toujours besoin des gens qui nous portent. Quand est-ce qu'on nous a dit qu'on reçoit la jeunesse pour parler de problématiques qui touchent la jeunesse? La jeunesse a sa place. Quelles sont les solutions qu'on veut mettre en place pour pouvoir répondre aux difficultés de notre communauté? Mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Génération Leader, le podcast de la Fondation Cheikh Boukary Fofana. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux jeunes et nous aurons l'occasion de discuter de la question du leadership. Qu'est-ce qui entoure cette notion? Comment il appréhende? Et pour en parler, j'ai la chance de recevoir ici deux jeunes militants qui font la fierté de notre structure qui est l'AEMC, l'Association des élèves et étudiants musulmans du Côte d'Ivoire. À ma gauche, j'ai Abdussalam Bourahima, qui est doctorant en microbiologie à l'université Nangua-Bourgois, c'est bien ça. Et il est marié et père d'une fille. Et au niveau du militantisme, il a été le pasteur vice-ami de l'AMC. Et actuellement, il est imam du lycée Sainte-Marie de Cocody. En tout cas, bienvenue, cher frère. Merci beaucoup. À ma droite, j'ai ma sœur, la ravissante Bakayoko Awa, qui, elle, est titulaire d'un master en marketing et management. Elle est pour le moment célibataire et elle est aussi journaliste, chargée de communication d'une structure de la place. Et au niveau du militantisme, elle a été vice-présidente du sous-comité de Yopougon. En tout cas, bienvenue, ma sœur. Merci beaucoup. Alors, comme on le dit, le leadership, il y a souvent deux façons de le voir. Il y en a qui le voient en termes de visibilité, de pouvoir, d'assises sociales et autres là-bas. Il y en a qui ont tendance à croire qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un poste, ce n'est pas un problème de titre, mais c'est notre capacité à influencer notre environnement, notre capacité à faire avancer les choses sans pour être quelqu'un de reconnu comme étant à un poste de décision. Alors, au tout début comme ça, c'est vrai, c'est les deux tendances que nous avons dégagées, mais vous, comment vous appréhendez la question du leadership? Je vais commencer par Abdussalam. Pour moi, le leadership, comme le mot l'indique d'entendre en anglais, leader, et leadership, le rationnel avec le chef. Un leader, c'est un chef. Oui. Et vous l'avez dit, c'est pas forcément quelqu'un qui occupe un poste. Pour moi, le leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Et cette vision, il a cette capacité d'emmener les autres vers cette vision afin de pouvoir réaliser ce qu'il appelle pour lui le changement. Okay. Changement de mentalité, changement d'environnement. Donc, c'est quelqu'un qui a une vision et qui a la capacité d'emmener les autres vers cette vision-là, même s'il n'occupe pas de poste comment dirais-je, de décision. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va alterner. Hein. C'est ça. Bakayoko, surtout qu'on parle aujourd'hui de femme leader. Aujourd'hui, toi, en tant que femme, jeune fille, qui a forcément de l'ambition, comment tu vois la question du leadership? Pour toi, c'est quoi une femme qui doit incarner un certain leadership? Pour moi, une femme qui doit représenter le leadership, c'est quelqu'un qui a de l'impact. C'est quelqu'un qui veut impacter, mais surtout positivement, parce qu'il y a aussi le leadership négatif. C'est ça, oui. C'est quelqu'un qui s'oublie au service des autres. Parce que être leader, c'est pas se mettre en avant. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est travailler à fédérer des personnes qui vont croire en nous, qui vont croire en notre impact et qui vont nous aider justement à pouvoir atteindre l'objectif qu'on se sera fixé. Et l'objectif doit être plus grand que notre ambition personnelle. C'est ce qui fait la touche du leader. Alors, c'est vrai, en le disant, sûrement que vous avez des figures qui vous inspirent. Alors, je reste toujours avec Bakayoko. Aujourd'hui, autour de toi, quelles sont les figures féminines, par exemple, qui, peut-être aussi masculines, on ne sait jamais, qui incarnent vraiment le leadership auquel tu aspires? Je vais
commencer par les femmes. Oui, vous l'avez vu. Dans la communauté, j'ai 2 figures qui, pour moi, c'est peut-être pas des femmes leaders confirmées, mais qui ont de l'impact, ont du poids. Et il y a docteur Aminata Kane Oui. et il y a Connie Touré. Connie? Touré, Oui, la journaliste. la journaliste. Voilà. Après, peut-être que ça sera un peu trop centré Oui. par rapport à mes projets personnels, mais c'est vraiment des personnes que j'ai pris le temps de suivre, que j'ai pris le temps de regarder. Et je me rends compte que ces personnes-là, en dépit de tout, ont eu un parcours incroyable, ont eu un impact incroyable sur la jeune génération, mais aussi sur la génération que nous, on n'a pas connue. Alors, Abdou Salam, Ouais. toi, à ton niveau, quelles sont les personnes? On ne va pas être masochiste, hein? Est-ce que Tout ça à peut être des fait. figures féminines Féminines comme comme masculines qui effectivement. aujourd'hui quand même t'inspirent en termes de leadership? En termes de leadership, au niveau, je vais commencer forcément par le côté masculin. Oui. Et voilà. Et il faut dire que j'ai quelqu'un de vraiment très, très important. C'est le Cheikh Bakary Fofana. Oui, moi, J'ai eu la chance, Oui. et Maoula, qu'Allah lui fasse miséricorde, Amina. on a eu la chance de le côtoyer, Oui. hein, grâce à la IMC, bien sûr, Oui. de le côtoyer. Et j'ai vu quelqu'un, j'ai vu un père, Oui. j'ai vu un grand-père, mais j'ai vu quelqu'un qui comprenait les jeunes OK. et il nous parlait comme s'il nous connaissait. OK. Et je me retrouvais, quand il nous dit quelque chose, Oui. on a l'impression qu'il est 10 ans, 20 ans en avance. Wow. Et là, ça m'a toujours marqué. Et il a dit quelque chose d'important, il avait le sens du sacrifice, de servir et ne pas se servir. Ouais. Toujours, quand vous l'écoutez, vous sentez qu'il a envie de dire, faites quelque chose pour que les choses bougent, C'est ça. sans attendre quelque chose en retour. Ouais. Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup forgé dans mon militantisme, OK. voilà, mon engagement. Hmm. Et voilà. Et puis, il y en a notre mentor, Oui. l'ami Varma Kamaraté, Oui. voilà, qui est quelqu'un qui est vraiment beaucoup disponible, OK. très humble, vraiment qui est très engagé Oui. et qui a traversé beaucoup de difficultés, mais qui s'est quand même en sorti à la fin. Et ça nous forge, nous motive toujours. Quand on échange avec lui, on sort toujours grandi de ce qu'on apprend, de cette vie associative et cet engagement communautaire. Voilà. Et ces 2 personnes vraiment m'ont beaucoup marqué, OK. voilà, dans mon militantisme et également dans mon parcours universitaire en tant qu'étudiant. Voilà. Alors, Moi, j'ai des figures masculines. Hein. oui, mais. On a l'impression que c'est Non, mais bien sûr. Tout à fait. c'est de l'exclusion. Non, mais bien sûr. D'accord. Ouais. Dans les figures masculines, il y a mon papa, Koulibaly Sibiri, je Oui. pense que vous connaissez. Très, très bien. Voilà. Le secrétaire de Il y a- la fondation. C'est Le directeur ça. exécutif de la fondation. De la fondation. Djigiba, oui, oui. C'est ça. Il y a également Amir Vahama. Ok. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette proximité, mais on a la relation de père-fille qui fait que, voilà, de temps en temps, tu as des conseils venant de papa et c'est toujours bienvenu. Et puis, il y a aussi mon papa, Ella Diabaté Fousseni. Ok, Ouais. alhamdoulilah. Quand je vous écoute, on peut résumer en 3 mots. Hein. Il y a la question de la vision, comme vous avez dit. Ouais. Il y a la question d'être au service des autres, mais aussi la résilience. Ouais. Tout à l'heure, elle a parlé de Cannes, un parcours difficile, mais elle y est arrivée. On a parlé de Vama, Kamagaté. Effectivement. Il y a un parcours difficile, mais ils sont arrivés. Et donc, je pense que c'est des mots-clés. Avoir une vision, être au service des autres, mais surtout être résilient. Tout à fait. La résilience qui permet de porter vraiment toute l'ambition que nous souhaitons avoir sur le long terme. Et ça, je pense que je suis très ravi qu'on soit d'accord sur ces mots. Inch'Allah. Tu as quelque chose à ajouter? Je dis que toutes ces personnes-là, bon, ils ont sûrement eu des mentors, mais ils ont été vraiment des exemples patents Ok. et palpables pour nous, parce Ok. qu'on les a vus, on l'a vu sur le terrain. Sur le terrain. Ils ne sont pas restés là à nous donner des mots de allez-y, allez-y, mais eux-mêmes, ils se sont C'est engagés devant. et on a vu, Ok. et ça nous a motivés. C'est-à-dire par le leader- comportement. le comportement. Ils vous ont impacté par le comportement et non pas par le discours. Discours, voilà. Et ça, c'est C'est important. voilà. Alors, comme on le dit, mais souvent, je vais vous ramener un peu, souvent on regarde souvent loin aussi. Hein. Tout à l'heure, quand tu as dit mon papa, je pense. Est-ce que Ah. même dans vos familles aussi? Parce que souvent on regarde loin, dans nos familles, des proches, parce que souvent, c'est vrai, pour nous c'est tellement évident que ce n'est pas d'eux qu'on parle. C'est vrai. Mais je veux dire qu'en famille, Tout à fait. que ce soit maman, papa, ou bien un oncle, un grand frère, est-ce qu'il n'y a pas aussi des personnes de ces gens aussi qui vous ont inspiré? Hein, Bakayoko? Oui, bien sûr, moi, mes 2 parents m'inspirent toujours. Oui. Pour moi, c'est une évidence parce Oui. que c'est des personnes, quand je les regarde, je me dis qu'Allah me donne la résilience et le courage qu'il vous a donné. Oui. Et pour moi, aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est d'abord pour ces parents-là, Oui. parce que je les remercie toujours
pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Je les remercie toujours Mm. pour la vision Mm. qu'ils m'ont donnée. Parce que au bout d'un moment, tu t'assois et puis tu te dis, mais en fait, mon papa, il était difficile sur tel élément. Oui, Et c'est aujourd'hui que tu comprends que par derrière, il y avait un bien. c'est ça. Et tu te rends compte que justement, ton père, il avait la vision que toi, tu n'avais pas. C'est ça. Et à ce moment-là, tu ne pouvais pas comprendre. Il Oui. fallait que tu arrives à un certain stade de la vie pour comprendre que c'était utile, c'était nécessaire. C'est ça. Ouais, bravo. Hein. Je suis Merci content beaucoup. que ça soit comme ça. Franchement, Hey, Abdou Salam, oui. à ton niveau. Et effectivement, les parents, c'est fondamental, c'est important. Moi, j'ai mon père, toujours qu'Allah lui fasse miséricorde. Amine, amine. Et voilà, et c'est des personnes qui n'ont. Vous savez, il y a beaucoup de frères qu'on rencontre souvent Mm. qui ont envie de s'engager, Oui, mais qui sont confrontés souvent à des parents. Souvent, c'est paradoxal. oui, oui. Qui vont à la mosquée tous les jours, mais qui vous disent que non, je veux pas que tu fasses, tu sais. L'enfant, il dit, mais lui, mais souvent, il ne comprend pas. Oui, oui. Papa va à la mosquée, maman va à la mosquée, mais pourquoi il m'empêche de m'engager dans la religion? Mm. Mais alhamdoulilah, nous, on a eu des parents, moi personnellement, Oui. mon père, en fait, il n'a jamais dit stop. Pourquoi? Non. Mm. Voilà, quand on venait quelque chose, une formation islamique, mon chien, Oui. il disait, bon, vas-y. Si tu peux, vas-y. Mm. J'ai pas eu de difficulté à ce niveau-là. Voilà, j'ai eu quelqu'un qui, au départ, c'est vrai, comme il a dit, souvent on ne comprend pas les parents. Ouais, ouais. C'est un homme qui est engagé, il est à fond. Souvent, je dis, mais papa, pourquoi tu montes tout petit? Ouais, ouais. Mais pourquoi tu te fatigues? C'est toi qui places les nattes à la mosquée. Et quand tu finis, tu ramasses les gens qui finissent. Pourquoi ils ne ramassent pas eux-mêmes? C'est ça. Souvent, il dit, mais les gens, quand ils mettaient les ampoules dehors pendant le ramadan pour que les gens puissent prier, Ouais, ouais. c'est ces ampoules à lui. Ouais, ouais. Et quand il finit, que les gens se plaignaient, pourquoi il vient éteindre la ils n'ont pas fini. Il dit, mais pourquoi, qu'ils achètent les ampoules parce qu'on ne Oh, comprenait pas. C'est ça, ouais. Mais il disait, non, ça fait rien, c'est pour Dieu qu'on le fait. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, on se rend compte que voilà, C'est ça. c'est leur ADN qu'on C'est a ça. en nous qui fait qu'aujourd'hui, on s'engage et puis on se dit, mais pourquoi on est engagé? Ok. On s'est dit, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices, qui ont Ça. fait beaucoup d'efforts. Ok. On ne comprend pas, mais ça nous pousse à continuer. Bien Quoi. sûr, bien sûr. Voilà. Et c'est ça, c'est à Qu'Allah ça aide- que je voulais vous amener. qu'Allah C'est que aide- l'exemplarité, souvent, c'est vrai, mais souvent, ça quitte déjà à la maison. C'est ça. Oui, en les regardant faire, c'est pour dire, on revient pour dire que finalement, le leader, il impacte par sa façon de faire. C'est ça. C'est-à-dire, souvent, vous intériorisez, C'est ça. et puis plus tard, vous vous rendez compte que finalement, vous avez intériorisé, c'est ce que vous ressortez. C'est ça. Et bien entendu, dehors, vous allez vers, parce que cet impact a fait que vous allez vers ceux qui incarnent C'est ce ça. que vous avez C'est intériorisé. ça. Qui Et vous ça, amène c'est- à faire Ah, briller cette lumière-là c'est que ça, vous ouais. avez reçue de la maison. Ok. Voilà. Alors, Qui crée le cadre. Pendant qu'on y est, tout à l'heure, vous avez parlé, j'aime bien aimer le mot, la question du blocage. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, là, je peux donner comme ça, on va faire un exercice, un exercice. Par exemple, c'est vrai, tu n'es pas obligé de te dévoiler suffisamment, mais par exemple, toi, ton ambition, par exemple, c'est-à-dire la vision que tu as, que tu souhaiterais avoir. Enfin, cette vision que tu as sur ce que tu souhaiterais être demain. Très honnêtement, ça va paraître bizarre. Oui. C'est vrai que j'ai de l'ambition, je me vois quelque part demain. Mhm, Mais pour moi, ce que j'ai toujours porté en prière, mhm. c'est qu'à la face de moi, une personne utile à ma communauté, Oui. à ma nation. Ok. Peu importe le chemin par lequel je vais passer, Oui. que ça soit ces deux éléments-là. Ok. Parce que pour moi, une vie sans impact Oui. est une vie sans saveur. Ok. Et grâce au militantisme, Mm. je l'ai appris. Et moi, je suis le genre de personne qui a toujours été portée par les autres. Ok. Je n'ai jamais été le genre de personne qui, un coup comme ça, se lève et se dit « j'ai envie de faire telle chose ». C'est toujours des gens qui ont vu des choses en moi et qui m'ont dit « ah tiens, tu peux faire ci, tu peux faire ça Wow. ». Et c'est au bout d'un certain moment que tu te rends compte que « ah, si ces personnes l'ont vu, ça veut dire que j'ai quelque chose. Oui. Si je commence à travailler sur ce quelque chose, ça peut me donner ci Mm. ou ça. Mm. » Et après, ça te permet de développer certaines compétences, certaines aptitudes. Et puis, tu as un chemin qui est tracé, tu travailles pour pouvoir atteindre ce chemin-là. Et puis bon, voilà. Ça, c'est intéressant. Intéressant. Donc ici, véritablement, tu as eu de façon indirecte ou directe des coachs, des gens qui suscitent la chose en toi et qui te portent, Ouais. voilà, qui font que tu portes cette vision que tu en sens. Parce que, comme on le dit, il y a des gens qui savent, Oui. mais ils ne savent pas qu'ils savent. C'est ça, c'est bon. Et il faut des gens pour leur dire, mais tu sais. Et donc, ça, à partir de ce moment, il y a une sorte de confiance C'est ça. qui te permet de dévoiler ce savoir-là. Et ça, c'est intéressant. Pendant longtemps, Oui. on a reçu cette éducation. Ça aussi, c'est les trucs de la communauté C'est ça, ouais. où on nous disait constamment, bah non, vous les femmes, ne vous mettez pas trop en avant, faites ci, faites ça. Ouais. Et ça a fait que
Même par le passé, quand tu avais l'envie de faire certaines choses, tu te disais, ah, ça va pas porter. Oui. Parce que je suis juste une femme, ma voix ne va pas porter. Donc après, tu te retractes sur toi-même. Oui. Mais c'est important d'avoir des personnes, comme on l'a dit, Oui. qui ont de la vision Oui. autour de soi, qui Oui. sont pas forcément des leaders, Bien sûr. mais qui voient ce brin c'est comme on a l'habitude de le dire, tu as une graine. Oui, oui. Et qui arrive justement à t'amener à pouvoir développer cette graine-là. Et puis au bout d'un moment, quand tu t'assois, que tu réfléchis, tu te dis, bon, bah, voici ma vision. Oui. Peu importe les moyens par lesquels j'ai passé, mais la voici. Ok. Je m'investis, je fais ce que j'ai à faire. Et puis voilà, moi, tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais, c'est avec la communauté que je l'ai appris. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la facilité de faire le mixage entre communauté musulmane et communauté non musulmane. Oui. Mais c'est parce que j'ai appris. Et puis après, j'ai travaillé sur le reste. C'est très important. Ça veut dire qu'on a quand même toujours besoin des gens qui nous portent, des gens qui nous conseillent, Très important. des sortes de coachs Ouais, qui nous amènent à dévoiler le potentiel que nous avons. tout à fait. Alors, Abdou Salam, toi, ta vision, c'est quoi? Qu'est-ce que quel est ton rêve? Voilà. Oui, mon rêve, c'est comme le disait Martin Luther King, Oui. qu'il a fait un rêve Oui. et puis qu'il a vu le noir et le blanc s'asseoir à la même table, Oui. échanger tout ça. Oui. Et avec le chèque, c'est mon référentiel, hein, Oui. toujours. Oui. Et c'était une vision d'une communauté, c'est une jeunesse. OK. Une communauté forte, une jeunesse forte. Oui. Parce que je me dis toujours qu'une jeunesse forte, bien formée, Mhm. elle n'aura pas peur de l'avenir. Oui. Parce que les défis sont nombreux, sont énormes. Oui. Et le fait qu'on ait milité, qu'on s'est engagé dans beaucoup d'environnements, Mhm. on se rend compte que la communauté, certes, elle a avancé, Oui. mais il reste beaucoup encore à faire. Parfait. Il y a beaucoup de choses, Oui. surtout dans le domaine académique dans lequel nous baignons tout le temps. Oui. Il y a beaucoup de choses. Oui. On a plein de frères et de sœurs qui abandonnent en chemin alors qu'ils sont remplis de potentialités, de capacités, que s'ils atteignent un certain niveau, ils Oui. peuvent changer des décisions. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut changer, mais il faut atteindre certains postes de responsabilité Oui. pour pouvoir changer ces choses-là. C'est Parce ça. que rester loin, Oui. on va subir. Ok. Donc, je me projette tellement que je me dis, si je ne peux pas arriver là, qu'est-ce que je peux faire pour pousser les autres à y arriver? Oui. Je comprends bien. C'est-à-dire cette ambition de porter la communauté au plus haut du firmament, quoi. Ouais, c'est Vraiment, lourd, c'est difficile. Pour relever tous les Voilà, défis. parce que Et ça, souvent, c'est normal. quand on échangeait avec le chèque, on sentait que c'était beaucoup. On s'est dit, mais comment il fait lui, comment lui seul peut faire tout ça? Mais tout à l'heure, tu as parlé de Martin Luther King. Il dit, I have a dream. I have a dream that one day, quelque chose Sûrement, comme le ça. chèque avait un rêve. Mais est-ce que finalement, Obama, lui, n'a pas vécu pour voir ça? Mais Obama est devenu président Voilà, des États-Unis. effectivement. Et ce sont ces actions-là qui, sur le long terme, aboutissent. Et il faut des leaders pour rêver à ces choses-là. C'est ça. Et plus le rêve il est fort, plus il est attrayant, plus il est et ça suscite, ça mobilise toutes les forces qu'il faut. Et c'est normal. Mais quand on a fini de dire ça, je sais, vous êtes jeunes ou autres là-bas, ceux que vous avez pris ont des difficultés, il y a des freins. Oui, Il y a énormément de freins. Énormément. Alors, bon, je sens que Bakayoko est un peu bouillante. Alors, est-ce que aujourd'hui, c'est vrai, ces ambitions, ce rêve dont tu parles, toutes les ambitions que tu nourris, aujourd'hui, comment tu penses quels sont les freins qui font qu'aujourd'hui, les jeunes n'arrivent pas? Tout à l'heure, Absalam a dit les difficultés qu'il y a. Comment tu peux résumer un peu ces freins-là qui sont sur le chemin des jeunes et qui empêchent l'expression de leur ambition? Ils vont m'en voir. Oui. La première difficulté que moi je vois, c'est la sincérité. La sincérité. C'est vrai, on est jeunes. De qui? Des jeunes. Des jeunes eux-mêmes, ok. On est jeunes, Oui. on a l'énergie, on a tous les moyens qu'il faut, Oui. mais on n'est pas sincère dans notre engagement. Ok. Là, il y a problème. Il y a problème. Parce que quand tu commences à t'engager, il y a un cheminement par lequel tu dois passer. Oui. Et dans ce cheminement-là, tu vas avoir des coups. Tu vas avoir des bonnes ondes qui vont venir. Oui. Si tu n'es pas concentré sur ta sincérité, c'est-à-dire sur l'intention que tu as prise depuis le départ et que tu essaies de renouveler à chaque fois, au bout d'un moment, tu vas te perdre. Ok. Et en te perdant, je pense qu'on voit un peu tout ce qui se passe aujourd'hui. Ok. Et pour moi, ça, c'est la première difficulté. À quel moment on s'assoit et on se pose les bonnes questions? Pourquoi je le fais? Quel est l'objectif réel que je veux atteindre? Même si cet objectif-là, elle peut être un peu motivé par, on va dire, de l'objectif personnel, mais il faut vraiment pas s'oublier. Et parmi nous, beaucoup s'oublient. La deuxième difficulté, c'est paraître. Je suis jeune, Oui. j'ai peut-être la capacité naturellement de pouvoir fédérer des personnes, j'ai la capacité d'avoir de belles idées,
je mets des choses en place, mais après, je ne le fais pas vraiment pour être utile aux gens, en fait. Je le fais parce que je me dis, moi, ça va m'apporter quelque chose. Donc, le fait que demain, quand j'arrive quelque part, il y a que mon nom qu'on cite, je me sens à l'aise, ça me conforte dans ma position. Et puis, après, l'impact ne peut pas durer. Tu vas commencer à faire des choses une fois, 2 fois, mais au bout d'un moment, parce qu'en fait, par derrière, il n'y a pas le réel suivi qui doit être fait. Il n'y a pas vraiment l'âme du leader en toi, parce qu'après, on organise tellement d'événements, tellement d'activités aujourd'hui, parce qu'il y a les moyens, il y a tout pour mobiliser les gens. Mais après, quand on finit d'organiser une activité, qu'on dit aux jeunes, ou par exemple aux représentants, voici les failles, les difficultés qu'on a rencontrées et tout. Mais la personne ne prend même pas le temps de se dire que, voici ce qu'on a constaté comme difficulté. Comment est-ce qu'on travaille pour pouvoir améliorer ces choses-là pour ne plus que ça se répète? Mais quand on fait des reproches, des remarques, les gens pensent que c'est personnel. C'est-à-dire que c'est une atteinte à ma vision, à ce que moi j'ai mis en place. Toi, tu es qui, en fait, pour me dire ça? Et ça aussi, c'est une grosse difficulté. La dernière difficulté, c'est que on oublie que, c'est vrai, on est jeune, mais on a besoin de passer par des étapes. Et parmi ces étapes-là, c'est toujours de se référer à ceux qui étaient là avant nous. Ils ont leur expérience à eux. Il y a des choses que nous, on connaît, que eux, ils ne maîtrisent pas. Il y a des choses que eux, ils maîtrisent, que nous, on ne connaît pas. C'est important d'avoir un dialogue entre, comme on le dit, la génération passée et la génération actuelle. Parce que c'est en ayant ce dialogue-là qu'on peut avoir le juste milieu et faire les choses de la plus belle des manières pour avoir l'impact national ou international qu'on vise. Voilà. Je pense que c'est bien dit là. Ouais, très bien. Il y a trois obstacles, la sincérité, la question de la remise en cause, et puis aussi vraiment le dialogue avec la génération passée, la capacité à accepter de recevoir les anciens. C'est ça. Alors, Abdou Salam, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Il peut y avoir d'autres freins. Oui. Parce que là, c'est les jeunes. Mais est-ce que aussi, moi je peux peut-être pour te dire, est-ce que si tu regardes du côté aussi de la génération passée, parce que aussi, est-ce qu'à leur niveau là-bas aussi, on n'avait pas de choses à leur reprocher? Pas de responsabilités. En termes de freins, dans leurs actes, quels sont les freins qu'ils constituent pour l'expression d'ambition des jeunes? Voilà. Oui, effectivement, par rapport à cette question, les freins il y en a énormément des freins par rapport aux jeunes. Il en a cité certains parmi ces nombreux freins, ces obstacles-là. Mais ma foi, moi, je veux faire un distinguo. Il y a des freins qui sont communautaires et puis il y a des freins qui sont exogènes, c'est-à-dire c'est des freins qui sont culturels souvent, voilà, qui empêchent ces jeunes-là souvent à s'exprimer, qui les empêchent souvent à atteindre les objectifs qui souvent ils se fixent eux-mêmes. Voilà, parce qu'on peut se fixer des objectifs et ne pas les atteindre à cause de certains types d'environnement. Au niveau communautaire, voilà, quels sont les freins qui empêchent les jeunes de pouvoir s'engager? Parce que c'est ça la communauté. S'engager, c'est un sacrifice qu'on fait. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est servir avant d'être servi. Mais aujourd'hui, nombreux sommes-nous, les jeunes, qui servis, on est toujours dans le jargon, mais quand je gagne quoi après? C'est ça. Les jeunes, quand on s'engager, c'est vrai, mais on gagne quoi? Quand tu parles de c'est l'au-delà. Lui, il va s'allouer. L'au-delà, c'est trop loin. Mais maintenant, là, je fais quoi? Je gagne quoi? Vous voyez, c'est difficile souvent de trouver ces personnes qui s'engagent sincèrement. Parce que s'engager sincèrement, c'est ça. Ne pas toucher ce que je veux maintenant, mais espérer ça dans l'au-delà. Leur montrer que ce que tu fais maintenant aura forcément un impact sur toi, dans ta vie d'ici-bas, dans la réussite de ta vie dans ce monde d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Vous voyez, donc il y a ce problème-là il y a cet obstacle-là qui est là. Les jeunes aujourd'hui ne s'engagent pas parce qu'ils se disent, je gagne quoi à la fin? C'est ça. Parce qu'eux aussi, ils voient les anciens. Les anciens qui sont passés par là. Quand ils voient que les anciens pataugent, ils se disent, mais il a fait ça et puis il patauge. Moi, si je vais patauger, je ne vais pas patauger. Donc, il ne veut pas se salir. Comme elle a dit, il ne veut pas se salir les mains. Il veut pas. Et voilà, donc il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect culturel. Souvent, on entend dire, si tu es trop jeune, tu vas tout le temps à la mosquée, tu vas mourir plus tôt. On a entendu ces choses-là. Et souvent, la religion, ça meurt en retard. On entend ces choses aussi souvent des parents. C'est paradoxal. Qui disent, non, mais je suis ton papa, je suis ton père, je suis ta mère. Mais tu pries trop. La fête de Dieu, là-bas, doucement. Voilà. Donc, au niveau de la famille, il y a ce frein. Vous voyez? Et puis, il y a d'autres, concernant les femmes, il y a d'autres aspects, tout ça. Et puis, il y a le manque de. Comment je vais dire ça? Les jeunes, pas qu'ils n'ont pas envie de réussir. Pas qu'ils n'ont pas. Ils sont ambitieux.
mais souvent, le cadre ne s'y prête pas. Voilà, ils ont besoin de... Ils ont besoin de quelque chose là qui va déclencher en eux leur potentiel. Et ça, ils ont du mal à trouver ces personnes-là qui les coachent un qui peu, qui les accompagnent. Qui va les faire sortir de leur zone de confort pour leur dire, jeunes, vous pouvez atteindre ce niveau-là si vous y allez comme ci, comme ça. Leur montrer le chemin. Leur montrer le chemin. Voilà. C'est comme la dernière fois, on échangeait avec un focus. Il y a un qui disait, un informaticien, il dit, mais aujourd'hui, avec un clic, les jeunes peuvent tout avoir sur le net. Mais il va pas aller à l'information. Pourquoi ils disent qu'ils ne connaissent pas? Mais il faut les aider à aller à l'information. Donc, il y a une nécessité de coaching. C'est-à-dire que, indirectement, vous reprochez un peu aux anciens de comprendre qu'il ne faut pas laisser les jeunes comme ça à l'abandon. Il ne faut pas laisser les jeunes. Mais ils ont besoin d'avoir des gens à leur côté pour les coacher, les encadrer, les suivre. Voilà. Et donc, ça, il y a une nécessité de mettre ces choses en place. Crucial. Vraiment qu'il y ait des cadres de coaching pour vraiment aider les jeunes à faire sortir tout leur potentiel. Mais surtout à les encourager. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure quand un aîné dit il ne faut pas trop prier. Parce que si tu n'es pas fort, tu vas baisser les bras. Alors, il faut quelqu'un pour t'encourager, pour dire, bon, peut-être que c'est bien. Il ne faut pas exagérer, comme on dit. Parce qu'il y en a... Nous, on a connu ça aussi, où des gens, au lieu d'aller... il a un devoir, enfin, il a une composition le lendemain, mais il zikre jusqu'à 4 heures du matin. Ça, vous voyez que... Ce n'est pas un bon exemple. Ça, ce n'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Donc, il faut des erreurs pour dire, attention, c'est vrai, il y a un temps... Pour le moins, tu es étudiant. Voilà. Je me rappelle, pour la petite histoire, quelqu'un comme ça était venu me voir pour dire, bon, Nourdine, on sent que vraiment, si tu t'engages dans la spiritualité... Bon, tu vas vraiment exceller autre là-bas. En plus, tu es Nour, tu es lumière, tu es Nourdine. C'est pas... En tout cas, il a fait tout un développement qui pourrait m'emballer. Mais comme vous savez, on a eu des aînés pour nous coacher. Je dis, mais moi, je suis venu à l'université, en ce moment, pas de maîtrise. Il dit, mon père, il attend de moi que j'ai ma maîtrise. Il n'attend pas de moi que je sois un chèque. Oui, l'imam, le chèque nous disait, il dit, vous n'êtes pas fait pour devenir des imams. Voilà, c'est pas, voilà. Ceux qui sont là pour ça, c'est des gens de la LIPSI. Voilà. Vous allez à l'école. Voilà. Devenez des musulmans cadres, voilà. Et non des cadres musulmans, c'est ça. Pour profiter à la communauté. Parce que c'est ça, on a souvent, c'est en cela, je fais cette anecdote pour que nous tous on comprenne que les jeunes ont besoin à un moment donné quand même, ils sont jeunes, il y a moins d'expérience, il y a moins de vécu, donc ils ont besoin des gens pour leur permettre de faire le distinguo. Effectivement. Parce qu'il y en a qui font, comme elle a dit, il y a confusion là-bas. Et vraiment, c'est une nécessité du coaching là. Mais en même temps, est-ce que quand même, c'est facile aujourd'hui d'avoir accès, parce que vous avez eu des sœurs, surtout au niveau des femmes, qui sont aujourd'hui passées vice-amirat, en tout cas de grandes militantes, qui travaillent, qui sont dans les aux trois arts, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez cette facilité d'accès à ces moments-là, à ces tantilles, à ces grandes sœurs? Déjà, avant de répondre à cette question, je voulais revenir sur la question des générations. C'est une discussion que moi j'ai tous les jours avec mes proches parce qu'on est toujours dans la réflexion. Et je me suis posé la question une fois, pourquoi justement ces hommes qui sont nos guides, ces institutions qui représentent en fait, on va dire le poids de la religion, on n'a pas un cadre d'échange de discussion. Quand vous dites c'est... Quand je dis un cadre, c'est-à-dire... Voilà, bon, voilà, oui, c'est l'institution par excellence. Voilà. Je veux par exemple... Oui, le COSIM. Ok, le COSIM. Oui. Et je sais qu'il y a... Je ne sais pas si je dois dire un détachement, mais en tout cas, il y a un département qui s'occupe de la jeunesse. Mais quand est-ce qu'on nous a dit qu'on reçoit la jeunesse pour parler de problématiques qui touchent la jeunesse? À aucun moment. Par exemple. En tout cas, moi, j'ai pas eu cette information-là. Et je me suis posé la question de savoir, mais si à l'Assemblée nationale, on vote des lois pour le bien du pays, pour le bien des populations, pourquoi chez nous, on ne devrait pas mettre des lois en place pour justement travailler à mettre bien la communauté musulmane ou encore mettre bien la jeunesse? Parce que parfois, il y a des décisions qui sont prises, on n'a pas d'informations. Et un beau jour, et on a vécu ce cas-là pendant qu'on faisait la procédure de Hajj de ma maman, où tu te rends compte qu'il y a des choses qui concordent pas dans les procédures et tout. Déjà, vous galérez pour pouvoir vous inscrire. Après, on vient te dire qu'il y a des erreurs qui ne viennent même pas de vous. La procédure encore pour corriger ces erreurs, en fait, c'est compliqué. Après, d'autres même te disent, mais si vous pouvez pas, laissez. Au final, tu te dis, mais attends, à quel moment on s'assoit et puis on se pose la question de savoir
quelles sont les solutions qu'on veut mettre en place pour pouvoir répondre aux difficultés de notre communauté. Et pourquoi les communautés ailleurs sont si à l'aise. Quand je dis ailleurs, je prends en référence pas forcément ceux qui... Voilà. Parce que c'est, on va dire, le meilleur exemple où on suit. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être aussi ordonné, aussi discipliné, organisé? Et moi, ça me taraude. Et je me dis, faudrait qu'un jour, nous les jeunes, on parte au COSIM et on leur dise nos 4 vérités. Ils vont peut-être pas apprécier, mais je pense que ça sera là le moyen de créer un pont de dialogue entre les gens du COSIM et justement cette jeunesse qui, aujourd'hui, justement, est un peu livrée à elle-même. C'est ça, ouais. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde se lève, fait ce qu'il veut, dit n'importe quoi. On ne sait plus qui est guide, on ne sait plus qui est oustaz. En fait, on est dans un flou total d'informations. Et tant qu'il y a de l'information qui vient, les gens consomment. C'est ça, ouais. Et c'est un peu dommage. Je pense que c'est quand même... Abdou-Salam, je pense que sur ce point, tu es quand même d'accord. Oui, je Il faut partage. qu'il y ait ce dialogue quand même entre nos institutions C'est très et important. puis la jeunesse. C'est très important. Ouais. Le cheikh le dit tout le temps. La jeunesse, c'est le pied angulaire de la communauté musulmane. C'est la force de la communauté musulmane. Le prophète Salam en parlait également. C'est la jeunesse. Misons sur la jeunesse. Si on mise sur la jeunesse, on va voir les retombées forcément derrière. Ouais. Voilà. Mais si on ne mise pas sur la jeunesse, on estime que les gens... Parce que les gens se battent eux-mêmes. Ouais. Ils se débrouillent, ils font tout pour arriver au sommet. Et de même, comme vous le dites, bon, la communauté a besoin de toi. S'il refuse, lui là, il est méchant. Ce député-là, ce ministre là, ce DG là est méchant. Parce qu'il n'aide pas la communauté. Mais le gars, il s'est débrouillé tout seul pour arriver là. Ouais. Qu'est-ce que la communauté a fait pour lui? Donc, il n'a aucune redevabilité. Il n'y a aucune redevabilité. Ouais. Et souvent, même à la UMC, on se rend compte de ces choses-là. Souvent, il y a des militants qui se débrouillent tout seuls. Ouais. Quand ils finissent, les amis et autres, ils se débrouillent tout seuls pour arriver là où ils sont. Il n'y a pas, c'est les autres. Les autres sont, bon, en matière d'organisation, on les côtoie tout le temps, tous les jours, ceux-là, nos cousins. Ouais. Vous voyez? Ils sont organisés. Ouais. Ils sont organisés quand ils ont une stratégie. Ouais. Moi, j'ai été, ça c'est bon, voilà, j'ai été une fois en mission du comité exécutif dans un pays voisin, je ne vais pas citer le nom, mais d'une structure sœur où on a eu un échange d'expérience. Mais je vous dis, ils sont projetés, franchement, c'est extraordinaire. Nous, on a plus de 50 ans d'existence, mais eux, ils sont projetés, ils visent même loin, très loin. Et ils ont tout mis en place pour y arriver. Et quand on était assis, quand on a quitté la réunion, on a vu que maintenant, on a quelle politique, quelle stratégie. On se remet en cause. Oui, c'est vrai que là, vous enfoncez une porte que moi-même, je vous aide à mieux enfoncer, hein, parce que c'est un appel à l'endroit de... Moi-même que je suis là, j'ai été leader, j'ai été président au plan national. À aucun moment, on ne nous appelait pour dire quel est votre programme, qu'est-ce que vous ambitionnez de faire, ou bien qu'on nous dise, les difficultés que vous rencontrez. Voilà la vision aussi que nous avons pour la jeunesse. Nous voulons que vous inscriviez dans ce sens. Et puis, voilà les moyens d'accompagnement. Merci. Je pense qu'à un moment donné, il faut que la communauté, sur ce plan-là, si vraiment on veut projeter beaucoup de choses, porter cette jeunesse si ambitieuse à réussir ce qu'elle veut pour le bien, pour son bien, même surtout pour le bien de la communauté. Il est important que, je pense que cet appel que vous lancez là soit entendu par nos leaders. À un moment donné, c'est vrai, on a entendu que telle personne, il y a un département chargé des organisations de la jeunesse, mais ces départements-là sont à la traîne. Et je pense qu'il faut revoir les choses. Et ça, pour une communauté qui a de l'ambition, parce que la jeunesse, c'est l'avenir, et il faut préparer cette jeunesse-là à être vraiment à la hauteur de la relève qu'on attend d'elle. Je vous aide à apporter ce message-là, et nous espérons que ça sera entendu par nos aînés. Maintenant, pour revenir à la question rapidement. Oui, à la question. Est-ce que tes relations avec les mamans des 3A, les tantis, les grandes sœurs des 3A, par exemple? J'ai pas de relation avec les mamans des 3A. Oui. C'est comme Abdou-Salam l'a dit, on se bat. Oui. Et puis quand on arrive quelque part, par des circonstances de la vie, on se voit à des activités, mais il n'y a pas ce cadre de dialogue. Voilà, il n'y a pas. Il y a ça aussi, c'est un appel à l'endroit de, je pense que des 3A, parce que la section côté des femmes, je pense que vis-à-vis, comme elle a dit, il y a, de façon globale même, les 3A. C'est vrai, il y a un pont. Je sais qu'il y a des appuis souvent par rapport aux activités, mais on doit aller plus loin que ça. Parce que les gens, tous ceux qui sont aux 3A,
sont quelque part ont des postes de responsabilité C'est ça. au niveau professionnel ou bien sont des entrepreneurs, ainsi de suite. Je pense qu'il faut de la réflexion. Oui. Ouais, pour faire ces choses-là, c'est la réflexion. Et il faut qu'ensemble, on ait une réflexion autour de cela C'est ça. et voir comment aujourd'hui les aînés C'est ça. vraiment puissent créer un cadre de dialogue, C'est ça. mais surtout un cadre pour permettre aux jeunes de porter les ambitions et de surtout être à la hauteur de ce que nous voulons. Je pense que l'appel est lancé à toutes nos structures, Tout à fait. les anciens des structures, c'est pas que les 3 arts. Pas que les 3 Il y a arts. la GMCI, il y a en tout cas toutes les structures ont leurs aînés et à un moment donné, il faut voir comment on aide les plus jeunes. C'est ça. Parce qu'on oublie même les plus jeunes, vous êtes nos enfants. Voilà, en le faisant, si on crée un cadre, on inscrit aussi nos enfants, nous-mêmes nos propres enfants, Tout à fait. dans ce cadre-là. Et je pense que, Tout à fait. en tout cas, il y a une nécessité que ce dialogue ait lieu. Et c'est un appel qu'on lance et je suis content que vous releviez cela. C'est même primordial. C'est hein. primordial. C'est primordial parce que on le voit sur le terrain, hein, même avec le COSIM, toutes les structures. On voit aujourd'hui que les donateurs s'épuisent. Oui, oui. Bien sûr. Ils Les sont les donateurs, seuls à être ils sont sollicités. sollicités. À un moment donné, ils vont lâcher. C'est difficile. Oui. Parce que c'est les mêmes depuis combien d'années que Et la qu'on communauté on va sollicite. toujours vers eux. On va toujours vers eux. Alors que la masse, elle est là. OK. Ces jeunes engagés, je précise bien, ces jeunes qui sont engagés dans la communauté, il faut les accompagner, il faut les encadrer. OK. Parce que c'est ceux-là qui sont redevables à la communauté. C'est ça, ouais. C'est ça. Mais c'est celui qui n'est pas engagé. C'est quand il va réussir, bon, il ne sera pas redevable à la communauté. Ouais. Justement, je veux partager une petite anecdote par rapport à ça. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une institution étatique et j'ai été confrontée à la difficulté du voile. Vu le domaine dans lequel j'excelle, on te dit, bah, tu es très bien, mais avec le voile, ça passe pas parce que tu dois t'adresser à la population et tout. Donc, essaie de voir, soit tu retires ton voile ou, après, je suis pas fonctionnaire, donc je me suis vraiment pas attardée à faire des procédures et tout. J'ai dit, bon, ok, c'est que c'est pas pour moi. Je prends mes clics et mes claques, je pars. Mais j'ai eu très mal parce que je me dis, justement, c'est à ces moments-là que lorsqu'on te verra, toi, avec ton voile, tu feras toute la différence. Parce qu'au bout d'un moment, il faut casser les codes. Je suis même allée me renseigner. On me dit, mais il y a des personnes même de la communauté qui sont à l'ENA. Est-ce qu'ils ont essayé de faire des... Je dis, mais si ces personnes qui sont à l'ENA ne font pas le combat, moi-même, quand je viens, j'aurai aucun poids. Parce qu'il faudrait que ces personnes qui sont un tout petit peu au-dessus arrivent justement à comprendre ta difficulté pour justement dire, ah, moi, tiens, il y a un combat à mener dans ce sens. C'est vrai, aujourd'hui, alhamdoulilah, dans beaucoup d'établissements, on accepte que les femmes portent le voile et tout. Mais aujourd'hui, pour les femmes qui veulent travailler à un certain niveau de responsabilité, en tout cas dans l'administration, soit peut-être dans les débuts, elles se voilent pas. Quand elles prennent un certain âge, bon, on se dit, bon, c'est devenu une adja, donc ça va, ça passe. Mais quand t'es encore, quand t'es encore très jeune, on se dit, bah non, pourquoi est-ce que tu te barricades, tu t'enfermes comme ça alors que c'est pas nécessaire? Et on est dans le milieu professionnel, faut pas montrer sa position religieuse. Et moi, j'ai rencontré des personnes qui sont musulmanes et qui te tiennent des discours pareils. Je me dis, mais attends, si toi qui es censé lutter pour qu'on dise au moins, ah, mets-toi à l'aise et tout, toi qui viens me dire en face, ici, c'est pas un espace où tu dois prier, ici, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. J'ai dit, mais finalement, c'est entre nous, musulmans, on entend de s'enfoncer. Oui, si, bien sûr. Parce que chacun a, entre griffes, sa perception de la religion et donc sa perception doit être acceptée au détriment de ce qu'elle a dit. Et ça aussi, c'est dommage. Ouais. Oui, vas-y. C'est pour ça que le cadre d'échange Oui. entre nos responsables religieux, Oui. je parle du COSIM et autres, est important, c'est nécessaire avec les jeunes, c'est nécessaire, c'est important pour comprendre, pour toucher du doigt ces problématiques-là. Parce que c'est une réalité. Hein. Ouais. Voilà, beaucoup de jeunes qui ont envie de s'insérer professionnellement rencontrent des difficultés. Majoritairement les femmes. Oui. Est-ce que vous voyez? Et il y a des hommes aussi qui ont des difficultés. Bien sûr. Souvent liées à des problèmes. On est dans un pays laïque, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Mais est-ce que c'est ça la laïcité? Et qu'on ne veut même pas qu'on en parle. Mais je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, on ne saura jamais comment le régler. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous touchez du doigt le rôle de lobby, de lobbying que doit jouer quand même nos institutions auprès de l'État. Dans ce sens-là. Parce qu'effectivement, c'est une bataille qui ne peut pas être menée de façon individuelle. Non. Elle doit être menée de façon structurelle. C'est ça. Pour que véritablement l'État, au nom de la laïcité, puisse respecter. C'est vrai qu'on est influencé par la laïcité à la française, mais ce n'est pas la seule façon, c'est pas la seule laïcité. Aujourd'hui,
les gens, quand on dit ça, la chancelière Angela Merkel, mais elle allait toujours à l'église, elle ne se gênait pas, ça ne gênait pas. Et elle aussi, elle permettait aussi à ceux qui sont musulmans d'exprimer leur foi. Ça, c'est un exemple. Mais la laïcité à la française dont nous avons hérité fait croire que l'espace, j'allais dire, républicain de l'État doit être dépouillé de tout signe religieux. Or, ce n'est pas un signe religieux. C'est pas vrai. Le voile n'est pas un signe religieux. C'est partagé. Voilà. C'est culturel souvent en Afrique. Au moment où c'est voilé. Je pense que le COSIM doit... Ça, c'est un travail. C'est une bataille que doit mener le COSIM auprès de l'État pour que véritablement, un voile c'est pas une menace. Bien au contraire, ça couvre... c'est un signe de vertu. Voilà, c'est un signe de vertu. Alors qu'aujourd'hui, excusez-moi de le dire, beaucoup de femmes portent, j'allais dire, un vêtement, qui aujourd'hui exposent leur poitrine là-bas. Et ça, c'est gênant. Je pense que ça, aujourd'hui, tout le monde, la vertu est partagée par tout le monde. Et ça, le COSIM devait pouvoir, comme vous le dites aujourd'hui, avoir un dialogue avec l'État. Et c'est pas seulement le COSIM un peu se fait porter par toutes les autres confessions pour que véritablement on ait un habillement décent dans nos services publics et autres là-bas. Parfois, on a vu même des circulaires dit bon, dans telle administration, la jupe doit être pas au-dessus du genou, mais en dessous, parce qu'à un moment donné, c'est gênant. Mais une femme voilée, je veux dire qu'elle rentre carrément dans ce corps. Donc, ça vraiment, c'est aussi un appel qui est lancé en endroit de l'institution représentative des musulmans en Côte d'Ivoire de faire ce travail-là. Voilà, j'espère qu'on sera entendu. Pour ajouter à ce que vous disiez, vous voyez, tout ça, c'est la planification. C'est ça, ouais. Il faut que la communauté musulmane apprenne à planifier. Il faut organiser des colloques, mais des colloques dont les résolutions vont être appliquées. C'est ça. Il faut faire participer toutes les franges de la communauté. Il ne faut pas seulement se camponner aux imams, non. Quand le COSIM organise son colloque, est-ce que les jeunes y participent? Personne. Est-ce que les structures de jeunesse y participent? Mais non. C'est vrai que c'est des imams qui sont là, mais la jeunesse a sa place. La jeunesse a quelque chose à dire. Okay. Parce que en réalité, ces cadres, ces imams et autres, pour qu'ils soient confortablement à l'aise. Oui. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui les encadrent dans les mosquées. Lorsque l'imam fait son coup de bas, il est filmé, il est enregistré, il est mis sur les réseaux sociaux. Mais c'est les jeunes qui sont autour de lui qui s'organisent. Il ne peut pas faire tout seul. Donc, il faut que ces jeunes soient vraiment écoutés, qu'on leur donne une place dans l'organisation, dans le fonctionnement du COSIM. Okay. Voilà, qu'il y ait des rencontres mensuelles ou bien, je ne sais pas, trimestrielles avec la jeunesse pour savoir l'état de santé de la jeunesse. Comment sont les jeunes? Vers quelle dérive allons-nous? Est-ce que les jeunes musulmans se portent bien? Est-ce qu'il y a est-ce que ça va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment les encadrer? Comment s'organiser? Et puis ensuite, avoir une vision. Une vision, donc organiser notre communauté. Les étudiants qui ont la licence, qui ont le master, comment on s'organise pour que ceux-là aillent étudier? La recherche de la connaissance, c'est fondamental. C'est pour ça qu'il le dit. C'est de la naissance jusqu'à la mort. Mais celui qui a le savoir, il a tout. Comment on veut changer les choses si on n'a pas le savoir? Si on n'est pas dans les postes de décision. Bien sûr. Alors, il faut aller loin. Au-delà même des colloques, il faut faire des plaidoyers. Parce que c'est vrai, on va venir s'asseoir, on va parler et tout. Mais il faudrait aussi qu'on donne la possibilité aux jeunes de s'adresser à nos institutions. Peu importe la position de cette institution-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a un truc que j'aime bien chez les jeunes, c'est qu'on a de l'audace. Oui, cette jeunesse-là. On n'a pratiquement pas froid aux yeux. En tout cas, dans certaines situations. Et je pense qu'aujourd'hui, quand vous allez dire aux jeunes, venez dire ce que vous pensez, ce que vous avez en cœur, ce que vous vivez, vous allez trouver plein de jeunes qui auront ce courage-là parce qu'ils ont justement envie de faire changer les choses. Et ça, c'est comme vous le dites. Parce que il y a deux choses ici que vous relevez. Le premier, c'est la façon dont notre communauté est organisée. Comme vous avez dit, le COSIM ne peut pas embrasser tous les problèmes. Et comme vous savez, nous, on est de la génération qui avons connu le Conseil national islamique, qui est une sorte de fédération des associations, qui ne sont pas imams, mais des associations. Et ça, ce genre de dialogue, de planification, on peut aller à une réflexion globale pour la communauté. Le COSIM a son rôle de coaching, de guider spirituellement l'autre. Et je pense que, comme vous le dites, de plus en plus, les voix le disent, il faut que ce dialogue-là, cette réorganisation communautaire puisse se faire pour vraiment permettre que, comme vous le dites, ces espaces-là soient créés pour la réflexion à travers le colloque, mais comme on l'a dit, pour le plaidoyer. Parce qu'après, il faut aller faire le plaidoyer. Mais surtout aussi organiser des forats
des forums pour permettre aux jeunes de venir s'exprimer, de parler de leurs desiderata et de toutes ces idées-là pourront être mises ensemble pour construire un véritable plan Marshall pour la jeunesse. C'est justement de dire ça. Et ce plan-là pourra permettre aux jeunes de vraiment de s'insérer. Vous savez, à l'image de ce que l'État fait aujourd'hui. C'est ça. On voit l'État qui est soucieux au niveau du ministère en charge de la jeunesse, l'emploi de la jeunesse, l'éducation, mais à travers le civisme, tout ça. Je pense que c'est une réflexion qui amène à ça. Et là, le COSIM doit pouvoir avoir cet exemple-là au niveau de la jeunesse où on parle de l'emploi, l'insertion des jeunesses, leur éducation, leur insertion, mais aussi surtout le coaching pour que ces jeunes-là soient vraiment utiles à eux-mêmes, à la communauté et puis au pays tout entier. Je pense que ce dialogue, je suis très content que vous en parliez et on espère que cette tribune-là permettra d'amener nos autorités aussi à se remettre en cause et engager ce dialogue dont vous parlez. Alors maintenant, je voudrais revenir à un cas individuel. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, vous êtes des étudiants, il y en a qui travaillent, ainsi de suite. Mais il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'entrepreneuriat, c'est-à-dire au-delà de tout, il y a quand même cette capacité. Vous savez, quand on dit entrepreneur, souvent les gens voient le côté business, mais ce que vous faites aussi, c'est de l'entrepreneuriat au niveau social. Parce que vous créez des activités qui apportent un plus aux autres. Mais de façon globale, aujourd'hui, s'il y a... On met en place, j'allais dire, des projets et autres là pour vous. D'abord, je vais aller demander quel type de projet vous souhaitez qu'on puisse mettre en place pour les jeunes. Et puis, si ces projets-là sont mis en place, comment vous pensez quelle liberté on devait vous donner pour que vous puissiez le gérer comme il se doit? Je ne sais pas s'il me fait bien comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous pensez qu'on veut mettre des projets en place pour vous, quel type de projet d'abord vous souhaitez qu'on puisse mettre en place pour les jeunes? Je parle bagaille, par exemple, toi, à ton niveau personnel, tu souhaites quel type de projet tu aimerais que vraiment on puisse mettre en place? Le premier projet pour moi, ce serait des projets de formation. Projet de formation. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous les moyens pour apprendre, mais ça, c'est un constat personnel. Oui. J'ai l'impression que les jeunes musulmans se confortent dans, comment je vais dire ça, une forme de lassisme. C'est-à-dire que ils se suffisent du peu. Oh oui. C'est-à-dire le peu qu'on te donne, pour toi, c'est suffisant. Et on nous voit moins dans certaines situations où tu te dis, mais nous, nos jeunes frères musulmans auraient pu faire ces choses-là et que c'est d'autres personnes qu'on prend pour réaliser ces actions-là. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple très simple. C'est un peu rattaché à mon domaine. Quand tu vas assister à des mariages ou à des cérémonies islamiques, soit on va prendre des jeunes musulmans à qui on va pas donner grand-chose, ce qui va pas les encourager à revenir, soit on va aller prendre des personnes qui sont pas de la confession musulmane à qui on va payer beaucoup d'argent. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir identifier au niveau de la communauté musulmane quels sont les domaines dans lesquels on peut véritablement avoir de l'impact et où on sent qu'on peut avoir des jeunes qui ont les compétences, l'engagement et le leadership pour pouvoir gérer ces choses-là. Ça peut être 3, ça peut être 2, ça peut être 5 domaines. Et quand on finit de faire ça, on se dit, bon, ok, comment est-ce qu'on structure cette chose? Si par exemple, aujourd'hui, on se dit, comme beaucoup de musulmans évoluent dans le commerce, si on décide de faire quelque chose dans le commerce, est-ce qu'on le fait sur l'échelle nationale, régionale ou internationale? Comment est-ce qu'on va fédérer les jeunes dans ces domaines-là et qu'est-ce qu'on va mettre en avant? C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit, ok, on veut pouvoir, nous en tant que communauté musulmane, faire un business à l'international ou faire un business sur le plan national et mettre les jeunes devant. Quel est le business qu'on va choisir? Je vais prendre un exemple pêle-mêle. On décide par exemple de vendre du matériel audiovisuel. Quelles sont les structures qu'on va contacter pour vendre ces matériels audiovisuels? Quels sont les jeunes de la communauté qu'on connaît qui sont excellents dans ce domaine-là? Parce que c'est eux qu'on va prendre pour justifier, par exemple, chez nos bailleurs ou bien chez nos investisseurs, le travail qu'on veut faire. De sorte à ce que, aujourd'hui, moi, je trouve un peu dommage qu'on voit les prédicateurs européens, français, qui font des vidéos, mais de qualité
tu peux pas, en fait. Je suis une chaîne qui est appelée, je vais pas citer la chaîne, mais en tout cas une chaîne YouTube où ils ont réussi à fédérer, en tout cas les imams les plus suivis de France pour pouvoir faire des vidéos de rappel et de développement personnel. Mais pas derrière, il y a toute une équipe de jeunes. C'est pas juste le fait que ce soit l'aspect audiovisuel, mais il y a tout un travail derrière. Parce que j'ai vu une fois même, il disait qu'il voulait mettre en place une plateforme de rencontres pour faciliter le mariage. Bah, c'est comme ça que ça commence. Parce que quand on va lancer un pan, on va se rendre compte que, on a lancé tel élément. Il y a d'autres éléments qu'on peut rajouter qui peuvent graviter. Pour moi, il y a beaucoup d'éléments. Le premier élément où je vois beaucoup les jeunes, c'est le commerce. Donc, par exemple, partir sur la base du commerce. Après, il y a les compétences personnelles. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes musulmans qui arrivent quand même à vendre leurs propres compétences. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils organisent des formations pour des jeunes qui ont besoin d'apprendre, par exemple, l'informatique, l'oratoire et tout plein d'autres domaines. Ça, par exemple, c'est des éléments dans lesquels on peut investir. À côté de ça, aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de jeunes qui investissent dans l'export et l'import. Donc, voir dans quelle mesure aussi travailler sur ces éléments-là. Parce que, justement, c'est un peu lié à la question de commerce. On voit beaucoup de femmes qui vendent et qui se plaignent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai acheté ma marchandise avec telle personne, je l'ai pas reçue à temps pour telle raison. Mais justement, si dans la communauté, on arrive à avoir ce poids-là, mais moi, je pense qu'on peut déplacer des montagnes. C'est tout un programme. Hein? Tout Je un pense programme. que Bakayoko développe, qui demande encore, on revient encore à la question de la réflexion Oui. et de vraiment de la structuration et de la planification pour vraiment arriver. Alors, Abdou Salam, est-ce que tu pourrais ajouter quelque chose aujourd'hui Oui, à ce parce qu'elle a que dit? pour emboîter le pas à Awa Bakayoko, ce qu'elle dit est très, très important. Et ça mène toujours à la réflexion, à la planification, à l'organisation et à la vision. Qu'est-ce qu'on a comme vision? Qu'est-ce qu'on prévoit? Qu'est-ce qu'on prépare? Parce qu'il faut, vous savez, un jeune qui est bien formé n'a pas peur de l'avenir. Ouais. Quand vous êtes formé, vous n'avez pas peur. Mm. Voilà. On n'est pas, quand on n'est pas bien formé, on a peur de tout. Oui. Même les opportunités deviennent même quand il y a l'opportunité, on voit les difficultés. Parce qu'on n'a pas confiance en soi. Parce qu'on n'a pas confiance en soi. C'est ça. Quand on est formé, on n'a pas peur. Mm. Mais quand on vous dit, vous pouvez soulever des montagnes, vous êtes sûr de pouvoir le soulever. Vous voyez? Et ça, c'est très important, la formation. Elle est revenue là-dessus. Il faut la formation. Et gars, il faut également structurer la communauté, la jeunesse. Mm. Des jeunes qui sont sans diplôme ou bien qui n'ont pas de grand diplôme. Il faut faire un planning pour ceux-là. Ceux qui ont déjà des diplômes, il faut aussi une stratégie, un planning pour ceux-là. Ceux qui sont en cours d'obtention de leur diplôme, il faut également un plan, il faut réfléchir. Comment on organise cela? Le flux de jeunes musulmans qui entrent, à l'université, comment est-ce qu'on les répertorie? Comment est-ce qu'on les suit? Ceux qui font les grandes écoles, ceux qui sont à l'université pour l'enseignement général, comment est-ce qu'on les suit? Les bourses qui viennent de l'extérieur. Une fois, quand la face miséricorde, le chèque, il revient encore sur lui, une fois avec le chèque Boukari Fofana. Il dit, mais les jeunes, j'ai parcouru les documents, je me suis renseigné. J'ai vu que beaucoup d'entre ceux qui partent de l'autre côté pour étudier, c'est les autres. Et vous, que faites-vous? Mais je vous vois tout le temps venir vers moi ici, vous dites, lui la licence en temps, lui la master en temps, lui un doctorat. Mais vous ne partez pas. Pourquoi vous n'encouragez pas vos frères à aller étudier? Si vous ne prenez pas de la place, les autres vont prendre de la place. Vous voyez? Donc, il faut vraiment une organisation, il faut planifier les choses, il faut structurer, permettre à ceux-là. Parce qu'elle a dit, le commerce, ça c'est l'ADN du Malinké. Moi, ça c'est l'ADN. On a ça, on n'a pas besoin d'aller faire du marketing. Le petit Dula, comme on le dit, il sait vendre. C'est son ADN. Donc, déjà, s'appuyer sur ça, pour ceux qui ne veulent pas faire de longues études, leur donner des moyens, voilà, planifier, et faire d'eux qu'on appelle les champions. Je vais dire communautaires pour ne pas dire nationaux, des champions communautaires qui vont devenir après des champions nationaux. Voilà, les accompagner, les booster, les aider et eux qui vont finir par embaucher certains de leurs frères. Quand ils vont arriver à grandir leur entreprise, ils vont embaucher certains de leurs frères et leur donner de l'emploi. Également structurer les jeunes. Il y a tellement de moyens, de choses, mais comme je l'ai dit là, il faut tout planifier. Il faut vraiment cette discussion. Il faut une discussion pour que ces jeunes-là ouvrir ce cas de planification. Sinon, ça va être difficile. On ne pourra pas. On va devoir toujours aller payer cher pour avoir ce qu'on a à côté de soi. Et également, il faut encourager les jeunes. Ceux qui sont déjà là, il faut les encourager. Il faut leur donner le moyen de s'exprimer. Et comme je vous le dis, c'est peut-être qu'on ne peut pas, comme on dit, on ne réinvente pas la roue. Les autres le font bien, mais même ne serait-ce que, ça veut dire qu'aujourd'hui, on pense qu'à un véritable centre de formation, un centre intégré de formation où véritablement il y a
le jeune musulman, quand il vient, il a suffisamment d'informations, il est orienté, il sait qu'il peut avoir une formation au niveau local, au niveau ainsi de suite. En tout cas, vraiment, il nous faut ce centre-là, mais en même temps aussi, souvent, les orienter. Vous savez, souvent, les gens informent à l'information. Voilà. L'État fait beaucoup de choses aussi aujourd'hui pour les jeunes. C'est ça. Et souvent aussi, peut-être, ces gens de ce centre-là peuvent rediriger les jeunes vers ces endroits-là où ils pourront recevoir la formation et puis se projeter. Mais vraiment, comme on le dit, je pense que peut-être que le COSIM ne pourra pas le faire. Mais moi, je lance un appel à toutes les structures de jeunesse. Voilà, qu'on se mette ensemble. C'est-à-dire que ce soit les 3A, l'AMC, l'AGM et autres là-bas, vraiment pouvoir. Aujourd'hui, on a suffisamment d'années. Ouais, Suffisamment d'années aujourd'hui. Si la réflexion, en fait, ne serait-ce que ça, mettre ce véritable centre de formation, d'information et de formation. C'est ça. L'information, c'est-à-dire quand il vient, il a suffisamment d'informations sur tout ce qui lui est réservé, les domaines dans lesquels il peut exceller, mais aussi de formation pour renforcer les capacités, comme tu as dit, pour avoir les armes pour se battre. Parce que quand on te donne les armes, tu peux aller te battre. Et je pense que ça, c'est un appel à l'endroit des 3A. C'était un appel à l'endroit de l'AMC. C'était un appel à l'endroit de la citadelle, qui est comme, j'allais dire, les aînés de l'AGMCI. Un appel à l'endroit de l'AGMCI. Vraiment, mettons-nous ensemble. Vous savez, c'est comme on est vos aînés. Quand j'étais encore président de l'AGMCI, dans les années 2006 à 2012, on avait mis en place ce qu'on appelait la coordination de la jeunesse musulmane. Et là, ça apportait un combat. C'était pour un combat. Et un combat véritablement au niveau communautaire. Pour vraiment, voilà. Dieu merci, ça a abouti. Et on a pu avoir le leadership parce qu'on réclamait le leadership du Cheikh Boakari Fofana. Et ça, c'était un outil de combat qui, Dieu merci, lui a permis de revenir en Côte d'Ivoire et d'avoir l'impact qu'il a eu. Mais il faut qu'on aille au-delà. C'est-à-dire que notre génération l'a fait aujourd'hui, on pourra remettre cela sous le couvert. Et puis, cette coordination-là pourra vraiment asseoir ce centre-là, les bases, jeter les bases de ce centre d'information et de formation de la jeunesse musulmane. Et je pense que si on commence, on aura suffisamment, les gens viendront nous appuyer. Mais il faut commencer. Et je pense que cette tribune-là nous permet de creuser et d'avoir de telles résolutions qu'on pourra mettre en place. En tout cas, je suis content que cette discussion ait eu lieu. Alors, maintenant, je pense qu'au-delà de tout, vous avez dit, il y a les questions d'emploi et autres là-bas, mais vous avez vous-même votre expression, j'allais dire, personnelle. Parce qu'au-delà de tout, notre communauté est formée de familles. Voilà, tout à l'heure, j'ai fait référence, tu as parlé de ton père et de ta maman qui t'inspirent. Ça veut dire qu'il y a une famille, tu as une cellule familiale dans laquelle tu as grandi qui t'a impacté positivement. Lui aussi, il a parlé de son père, ainsi de suite. Alors, vous, aujourd'hui, vous êtes de la nouvelle génération, la génération Z, comme on dit. Voilà. Aujourd'hui, quelle projection, quelle appréhension, c'est ça. Voilà. Parce qu'il y a aussi il y a cette difficulté à ces niveaux-là. Aujourd'hui, comment vous appréhendez plus tard la vie familiale? Comment vous, avec tous les enjeux, parce que vous connaissez mieux vos enjeux que nous. Nous, on est un peu du passé. Aujourd'hui déjà, quelles sont les difficultés? Qu'est-ce que le constat que vous avez pour la formation de la cellule familiale? Quelle vision vous avez? Quelles sont les difficultés que vous appréhendez? Comment souhaiteriez-vous que vous soyez aussi coaché dans ce domaine-là? Je m'adresse d'abord à Bakayoko. C'était un peu évident. Hein? C'était évident, oui. Alors, pour moi, la première des choses, moi, je suis une très fanatique de formation parce que je me dis, on ne va pas mener un combat si on n'est pas outillé. Tu ne peux pas aller te battre si tu ne sais pas comment tu vas te battre. Donc, pour moi, la première des choses, c'est d'éduquer ces jeunes femmes et hommes à comprendre le mariage, à comprendre l'importance du mariage, à comprendre les bienfaits du mariage et à comprendre surtout que le mariage n'est pas une fin en soi, le mariage est un cheminement. Et donc, il faut s'éduquer à comprendre ça. Aujourd'hui, nos réalités sont différentes des réalités de nos parents. C'est à nous d'avoir la capacité de pouvoir nous adapter. Et cette capacité-là va demander de l'implication des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir former des équipes pour pouvoir s'entraider et vraiment pouvoir atteindre l'objectif qu'on vise. Dans ce même temps, on se pose la question de savoir quelle est l'éducation qu'on veut donner à nos enfants. C'est à nous, avant même que l'enfant ne soit là, qu'on commence à tracer la trajectoire qu'on veut donner à nos enfants. Aujourd'hui, c'est un peu dommage, c'est maintenant que beaucoup de jeunes se rendent compte que c'était bien si j'avais commencé par l'apprentissage religieux avant de tomber dans
la formation moderne qu'on connaît, parce que tu te rends compte que finalement, religieusement, tu as beaucoup de lacunes. Et parfois, pour certains, c'est une honte de venir dire je veux apprendre. Parce qu'ils se disent, si je suis avec des personnes que je dois parler quand je connais pas, est-ce que des personnes ne vont pas se moquer? Il y a des personnes qui sentent cette gêne-là et qui, pour certains, ça devient un frein à leur apprentissage. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est que La suite de cette discussion est à retrouver dans la deuxième partie de cet épisode.